Merci à tous. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir mes têtes de liste qui mènent brillamment campagne dans toutes les rues de notre ville. Ils sont nos futurs maires de secteur, nos adjoints au maire de Marseille. Pour le premier secteur qui regroupe les 1er et 7e arrondissements, je vous demande d'accueillir notre amie Clémence Parodi. Pour le deuxième secteur qui regroupe les 2e et 3e arrondissements et les conseillères municipales sortantes de notre amie Jeanne Marty. Pour le 3e secteur qui regroupe les 4e et 5e arrondissements et les conseillers régionaux, notre ami Jean-François Luc. Pour le 4e secteur qui regroupe les 6e et 8e arrondissements et les conseillers municipaux sortants, notre ami Bernard Mande. Pour le 5e secteur qui regroupe les 9e et 10e arrondissements et les conseillers régionaux, je vous demande d'accueillir Éléonore Bess. Le 6e secteur qui regroupe les 11e et 12e arrondissements et les conseillers régionaux et conseillers spéciaux de notre présidente, M. Franck Alizio. Pour le 8e secteur, les conseillères régionales, c'est notre amie Sophie Grèche. Et je vous demande d'accueillir Madame le maire du 13e et 14e arrondissement qui sera la 2e de liste, notre chère, douce et tendre Sandrine Damois, Sandrine Danger. Il faudra bien qu'un jour on se débarrasse de cette racaille d'extrême gauche. De ces crasseux qui n'ont rien d'autre à faire que de venir agresser les hommes et les femmes qui croient en Marseille, des honnêtes citoyens, des honnêtes Marseillais. Nous avons encore dû subir leur présence, mais surtout leur violence. Plusieurs militants, plusieurs participants ont été agressés alors qu'ils voulaient entrer simplement au Parc Chanot pour écouter notre présidente et votre serviteur, dont une personne âgée. Plusieurs personnes ont agressées par les militants Antifa. Il faudra bien que l'on se débarrasse de cette racaille et c'est ce que je ferai dans quelques semaines. Merci. Merci à nos élus, aux adjoints de notre mairie de secteur, à nos conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement, sans oublier bien sûr nos conseillers régionaux et notre délégué départemental, Laurent Jacobelli, que je vous demande d'applaudir. Un merci tout particulier, un merci du fond du cœur à nos centaines de militants sans qui rien ne serait possible. Vous êtes l'âme de notre campagne et de notre mouvement. Sans vous, le Rassemblement national n'existerait pas. Vous êtes l'élite civique de notre pays. Je vois ce soir vos visages fatigués par ces dernières semaines intenses. Je sais que vous tiendrez encore les quelques jours qui restent, que vous allez tout donner. Je vois aussi dans vos yeux une détermination farouche, un espoir, cette flamme qui efface tout qui efface tout épuisement, celle de notre victoire le 22 mars qui effacera toute fatigue.
nos DPS, toujours au rendez-vous, qui se sont eux aussi démultipliés pour assurer la sécurité de nos événements à Marseille, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône. C'est quel virus, ça? Pas contagieux, au moins, celui-là. Merci à mes 3 collaborateurs, sans qui cette campagne exceptionnelle, tant sur son organisation que sur son intensité, n'aurait pas eu lieu. Merci à Antoine Gaudinot, du moins ce qu'il en reste. Je comprends, il est là. L'homme qui nous ordonne. Merci à Gabriel Bendaillon et à ma directrice de campagne, mademoiselle Émilie Vaux, pour sa grande patience, sa persévérance et surtout son sens du timing. 3 jeunes gens qui nous rappellent que la valeur, la grande valeur, n'attend pas le nombre des années. Et merci également à madame Magali Kerbach, qui fut ma collaboratrice lorsque j'occupais le siège de maire et dont l'implication personnelle aura été déterminante durant ces 6 années dans la bonne marche de la mairie des 13e et 14e arrondissements. J'ai un remerciement très personnel pour des personnes d'exception présentes ce soir dans cette salle. Je veux évidemment parler de ma famille. De mon épouse tout d'abord, Sylvie, qui m'a toujours soutenu, qui a tout supporté une fois de plus, avec un sens du devoir et même du sacrifice exemplaire. Un remerciement également à mes enfants, Thomas et Fanny, qui ont su très jeunes, trop jeunes, ce qu'était la discrimination et la haine de l'autre. Il n'a pas toujours été facile pour eux de porter le nom de leur père. Et comme bon sang ne saurait mentir, est devenu adulte et donc en âge de se défendre face à la connerie de quelques-uns, ils ont désormais cette formule républicaine et démocratique d'une grande tolérance et qui clôt toute démarche hostile à leur égard. On sait déjà. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit sur mon père là? Qu'est-ce que tu as dit sur mon daron là? Si tu répètes encore ça, je t'arrache la tête. Ça, c'est plutôt Thomas. Et c'est aussi Fanny. Non, j'exagère. En réalité, ils sont beaucoup plus violents que ça. Un grand merci à mes 2 autres enfants qui n'ont pas pu venir ce soir. Pastis, mon chat, et Gina, ma chienne. L'amour de sa maman. Un grand merci à celle que sa grand-mère appelait ma Sandrinette. À celle que son père appelait Sani. À celle que moi j'appelle à la rescousse. À celle que les habitants des 13e et 14e arrondissements appellent Madame le maire. Un grand, un immense merci à Madame Sandrine Bangio. Sandrine est une nièce. Il faudrait habiter dans une autre galaxie pour ne pas le savoir. Et vous n'avez pas idée, mesdames et messieurs, à quel point j'en suis fier. Fier de ce qu'elle est, fier de ce qu'elle a fait avec son équipe à la tête de cette mairie de secteur, et j'en connais un, mais qui n'a pas pu venir ce soir, il doit être dans les bouchons du paradis. Lui qui doit être fier, si fier de Sunny Stone. C'est dommage, je l'aurais bien aimé qu'il soit là. Encore un soir, encore une heure. Et enfin, merci à celle qui a accordé et qui a offert à nos listes et à Marseille son seul meeting de campagne dans le cadre des élections municipales. Merci à celle qui est aujourd'hui encore la présidente du Rassemblement national et qui sera dans quelques mois la présidente de tous les Français, Marine Le Pen. Ouais. Merci Marine. Je peux avoir un peu d'eau, ça serait bien. 6 ans que nous attendons donc tout ce moment. 6 ans que nous préparons, que nous travaillons. 6 ans que Marseille souffre chaque jour un peu plus. 6 ans de souffrance, mais aussi 6 ans d'espérance pour le peuple marseillais. 6 années, cela peut paraître long, mais elles ont pourtant passé à une vitesse folle. Elles ont parfois été difficiles, elles n'ont pas été de tout repos. Rappelez-vous, en 2014, je n'avais pas un seul cheveu blanc. Pas un seul. Je suis obligé maintenant de choisir mes costumes en conséquence pour être sorti de cheveux, de plaques.
les cheveux blancs que j'ai sur les tempes, et pas seulement. Tous ensemble, nous avons travaillé sans relâche, dans un seul but, démontrer que nous pouvions faire de la politique autrement, démontrer que nous pouvions faire de la politique proprement, en servant l'intérêt général, celui des Marseillais qui aiment Marseille, et avec pour objectif de remporter la victoire. Cette campagne qui arrive à son terme est sans aucun doute la plus belle que nous ayons jamais menée dans notre ville. Vous savez, je ne suis pas particulièrement un homme de statistiques ni de chiffres, mais quand même, il valait le coup de les donner. En 6 mois, nous avons tenu plus d'une 60aine de réunions publiques partout dans Marseille. Nous avons distribué plus de 2 millions de documents et rencontré des milliers de Marseillais. Nous n'avions qu'une seule crainte en démarrant la campagne, avoir des regrets, ne pas avoir réussi à faire ce que nous avions prévu, avoir raté quelque chose. Eh bien, en toute sincérité, je n'aurai pas un seul regret. Eh bien, cette fois, nous y sommes. Dans 9 jours à peine, mon Dieu que ça passe vite, les Marseillais rendront leur verdict. Alors oui, je dis 9 jours parce qu'évidemment, je n'envisage pas autre chose qu'une victoire dès le premier tour. Bravo. Pourquoi tant de certitude de notre part? Certains diront pourquoi tant de fanfaronnade? Parce que je suis Marseillais déjà. Tout simplement aussi parce que nous savons ce qu'est Marseille. Tout simplement parce que nous aimons Marseille. Tout simplement parce que nous écoutons Marseille, nous ressentons Marseille, nous connaissons Marseille. Nous sentons Marseille battre dans notre poitrine et couler dans nos veines. Nous savons que Marseille n'est pas un espace sans âme, que Marseille n'est pas un hall de gare. Nous savons que Marseille est une réalité charnelle, que Marseille suscite les passions, l'amour et parfois aussi l'exaspération. Et ces deux mots désignent le même sentiment, l'attachement profond, passionné, mais aussi raisonné que nous avons tous ici pour Marseille. Marseille, c'est d'abord un élément essentiel de l'identité française. Sans Marseille, la France ne serait pas tout à fait la France. Et sans la France, Marseille ne serait plus Marseille. Elle ne serait assurément plus française. Si j'étais grandiloquent ou mégalomane, ce que je ne suis évidemment pas trop, je dirais que le jour J arrive, celui du jugement dernier, le jour de la dernière chance peut-être pour Marseille de se sauver. En 9 jours, les Marseillais auront l'occasion de faire rendre compte de leurs actes toute cette classe politique incompétente, incapable, arrogante et méprisante. Des années qui se partagent Marseille comme un gâteau électoral, des années qui se goinfrent sur notre dos, des années que nous subissons et que nous voyons notre ville souffrir le martyre. Des années que la page des faits divers se remplit de règlements de compte, d'innocents agressés dans les rues, des Marseillaises et des Marseillais subir les coups de la racaille. Des années qu'ils laissent à l'abandon les arrondissements entiers de notre ville parce qu'ils ne votent pas bien, c'est-à-dire pas pour eux. Des années qu'ils divisent Marseille au point d'avoir créé 2 Marseilles et des Marseillais de première et de seconde classe. Leurs actes, ils les paieront, et cher, à leur turpitude. Leur turpitude ne saurait rester sans châtiment. Marseille bouillonne, Marseille gronde, Marseille a semblé s'effondrer, mais Marseille est sans doute plus vivante et plus combative que jamais. Le cœur de cette ville bat fort, il bat pour réclamer justice, la paix, le respect et l'unité. Marseille est une ville à prendre. Certains veulent la prendre de force en utilisant la violence, le mensonge, en tabassant nos militants ou en utilisant l'argent public. D'autres veulent la voir par ruse, faire croire qu'ils sont les petits nouveaux, vierges de toute responsabilité alors qu'ils ont ravagé notre ville pendant des décennies. Moi, je veux conquérir Marseille, mais par amour. Un amour immodéré, passionné pour ma ville et ses habitants. Un amour chevillé au corps, au cœur et à l'âme qui me pousse à agir, à tout mettre en œuvre pour la sauver. Alors, la presse parisienne me voit comme un dur, comme un cassant. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas tout le temps fou. Oui, mais bon, peut m'arriver d'être dur.
Ça peut m'arriver. On n'est pas militant du Front, puis du Rassemblement National pendant 30 ans, et qui plus est à Marseille, et qui plus est dans les quartiers nord, si on est mou, effacé, inodore et incolore. Il peut m'arriver de me mettre en colère devant l'état de ma ville. Il peut m'arriver de remettre à leur place les donneurs de leçons, mais que voulez-vous, je ne vis pas dans les tableurs Excel, ni dans la bande dessinée Martine à Marseille. Aux éléments de langage, je préfère le langage des éléments. Et si cela heurte les bien-pensants qui pensent justement à leur lointain pour ne pas avoir à agir pour leur prochain, si cela chagrine les adeptes de l'idéologie du vivre ensemble, qui ne s'inflige jamais le vivre avec, eh bien à cela je réponds, et comme dirait Jean-Claude, m'en foutis. Je vis pleinement ma ville. Alors je parle avec mon cœur et avec mes tripes, je me révolte face aux injustices, face aux gâchis, face aux violences que subissent les Marseillais. À l'opportunisme électoraliste, je préfère la fidélité à mes convictions. La langue de Goethe, la langue de Shakespeare ou encore la langue de Bois, je n'ai jamais été très doué pour les langues étrangères. Je ne parle qu'une seule langue, le français. Et avec la ponctuation locale que Patrick Bourseau a rendue célèbre, les Marseillais me comprennent très bien. Aussi, ce n'est pas moi qui suis dur, c'est la réalité. C'est le quotidien de cette ville qui a été imposé par celles et ceux qui la dirigent droit dans le mur depuis 25 ans. Ce n'est pas moi qui ai bétonné nos derniers espaces verts, c'est Martine Vassal, Laure Agnès Caradec et leurs amis. Ce n'est pas moi qui ai abandonné plus d'un quart des Marseillais dans la pauvreté, c'est Martine Vassal et ses amis. Ce n'est pas moi qui ai laissé les immeubles se détériorer au point de s'effondrer en plein centre-ville. Non, ce n'est pas seulement la pluie, c'est l'incurie de Martine Vassal et de ses amis. Ce n'est pas moi qui ai fait mourir un petit commerce, c'est Martine Vassal, Solange Biaggi et ses amis. Ce n'est pas moi qui ai fait de cette ville la ville la plus embouteillée, la plus polluée de France, mais ce sont ceux qui se sont contentés de construire un tramway au-dessus du métro. Martine Vassal et ses amis. Ce n'est pas moi qui me bats à coups de machette ou à coups de sabre, ce sont les migrants, ceux-là même à qui Martine Vassal a réservé 500 logements. Ce n'est pas moi qui ai tué Marie-Bélène, c'est une racaille assoiffée de sang. Ce n'est pas moi qui ai égorgé Laura et Morin dans la gare Saint-Charles, mais un clandestin islamiste. Alors oui, ça m'a mis en colère. Oui, je m'agace. Oui, je fulmine et je l'assume. Face au chaos, rester calme, c'est être complice. Ne rien dire, c'est être complice. Cautionner, c'est être coupable. Et je ne le suis pas. Je ne suis pas coupable. Nous ne sommes coupables de rien, nous. Nous ne sommes ni responsables, ni coupables de quoi que ce soit. Car celles et ceux qui sont aux commandes de cette ville depuis 25 ans, mais aussi du département, de la métropole, de la région, et il n'y a pas si longtemps de l'État, c'est Martine Vassal et ses amis. Alors, si je boue, si je bouillonne, si je brûle, c'est parce que comme vous, je brûle d'amour pour cette ville. La plus belle ville du monde, dans le plus beau pays du monde, peuplée des plus formidables Français, les Marseillais. Un peuple, en toute impartialité, un peuple fantastique, descendant des Grecs, enrichi des Gaulois et des Romains, et bien plus tard, des Italiens. Les Italiens, les Espagnols, les Arméniens et bien d'autres, sans oublier les déracinés, les exilés, ceux à qui on a laissé le choix qu'entre la valise ou le cercueil, nos compatriotes qui, soit dit en passant, n'ont pas reçu le même accueil que Martine Vassal et ses amis réservent aujourd'hui aux migrants débarquant de la Porius. Tous font partie intégrante du creuset marseillais, tous ont construit, embelli, siècle après siècle, cette cité. Tous étaient ou sont devenus des Français de cœur, d'esprit et de tradition. Et jamais ils n'ont été sur la Cambière avec des centaines de drapeaux de leur pays d'origine pour narguer les Français. Tous
ont respecté leur terre d'accueil, ses lois et ses principes. Évidemment, beaucoup d'entre eux ont eu du mal, certains sont même repartis. Pour ceux qui sont restés, ce fut une épreuve, un déchirement. Ils ont tout abandonné pour se donner pleinement à la France. Mais cette douleur doit servir d'exemple à ceux qui sont arrivés plus récemment. Oui, c'est parfois dur. Non, vous n'avez peut-être pas envie de faire ce sacrifice, mais c'est votre devoir. C'est votre devoir de vous détacher d'une terre qui n'est plus la vôtre pour vous fondre dans le creuset français et marseillais. Faites cet effort que ma propre mère italienne a fait pour que plus personne ne vous voie autrement que comme français. Oui, vous devez travailler plus. Oui, vous devez faire preuve de plus d'humilité, mais c'est là le lot de tous les nouveaux arrivés. Mais à la fin, qui n'est pas si loin, c'est vous qui gagnerez. Ce message, je l'adresse à tous ces jeunes et moins jeunes à Marseille qui ne se sentent pas encore complètement français et qui, pour certains d'entre eux, trop nombreux, rejettent notre pays et son histoire. Je vous tends la main. Je vous tends la main à vous aussi. Je vous tends la main comme à tous les enfants de Marseille. Mon histoire est la même que la vôtre. Moi aussi, mes ancêtres sont d'ailleurs. Comme vous, j'ai grandi dans une cité des quartiers nord. Et je m'en suis sorti grâce à mes parents, à mes frères, à force de travail et d'abnégation, et la confiance que j'ai su gagner auprès de ceux, et d'abord de celles, qui avaient le pouvoir de me l'accorder. Je suis passé de la cité de la Morlette au palais du Luxembourg. Et dans quelques jours, je quitterai le bureau de sénateur pour occuper celui du maire de Marseille. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Ne soyez plus les esclaves du système, ne soyez plus la chair à voter des partis qui se servent de vous. Devenez des hommes et des femmes libres en traçant votre route balisée par l'effort, le travail et le respect de la ville dans laquelle vous avez la chance de vivre. Comme pour tous les Marseillais, je vous garantis à vous et à vos enfants la sécurité, des écoles dignes, des quartiers propres, des espaces naturels préservés, un air pur retrouvé. Et ce sera à vous ensuite à construire votre propre bonheur dans le respect de nos traditions, de nos lois, de nos coutumes devenues les vôtres. Notre culture est riche et je suis disposé à la partager avec vous. Alors, vous apprendrez comme moi à aimer la France, à aimer son histoire, à la respecter et à la chérir. Et si vous ne voulez pas faire cet effort, alors il faut partir. Respecter notre histoire, notre identité, c'est reconnaître que si nous sommes laïcs, nous ne sommes pas amnésiques. La République est laïque depuis 115 ans, la France est chrétienne depuis 16 siècles. Et ici, à Marseille, c'est la bonne mère qui veille sur tous ses enfants. Les clochers des 111 villages de Marseille sont autant de symboles de notre tradition. Cette tradition-là, c'est justement de séparer la vie publique et la religion. En un seul mot, c'est la laïcité. Une laïcité que je ferai respecter partout dans notre ville. Contrairement à d'autres, je ne m'abaisse pas à prendre les candidates voilées sur mes listes pour grappiller quelques voix. Je veux que cette ville soit unie dans un seul amour, celui de Marseille. Je ne m'adresse pas à telle ou telle communauté, mais à tous les Marseillais. Certaines de nos concurrents ou de nos adversaires sont prêts à tout. Elles en viennent même à faire la propagande au sein des églises. Oui, pas ça. Après avoir remis la médaille d'honneur du département à certaines autorités de certaines mosquées. Ils essaient même de nous faire croire qu'ils ne sont en rien responsables de l'État de Marseille. Non seulement ils sont responsables, mais ils sont également coupables. Coupables devant l'histoire. Leur nom, mes chers amis, seront à jamais associés à l'insécurité galopante, à l'ensauvagement,
à l'islamisation, à l'appauvrissement, à la fiscalité confiscatoire, à la bétonisation, au surendettement, à l'enlaidissement de notre ville. À les entendre, Jean-Claude Gaudin aurait été à la fois maire, adjoint, conseiller municipal, et aurait tout décidé tout seul dans son bureau pendant 25 ans. À les entendre, ils ont découvert l'habitat insalubre le 5 novembre 2018. À les entendre, il n'y a pas de problème à Marseille, il n'y a que du Marseille bashing. Qui peut les croire? Comment peut-on encore croire qu'en gardant la même équipe, les choses vont changer? Alors il faut le dire, le rappeler, le marteler clairement jusqu'au 15 mars, Jean-Claude Gaudin n'aurait jamais pu appliquer sa calamiteuse politique sans le concours zélé de ses élus. Si le maire actuel de Marseille est responsable, alors Martine Vassal, elle est coupable. Gilles, coupable. Yves Morel, coupable. Valérie Boyer, coupable. Lionel Royer-Perrault, coupable. À gauche. Oui, tout le monde le sait. Mais à gauche, c'est le même tarif. Pour avoir participé au système Guérini, ou au système Andrieux, qui est déjà de retour. La reine Sylvie, qui avait pourtant perdu sa tête, elle l'a sous le bras. Ça ne rougit pas, ces gens-là. Eh bien, pour avoir participé au système Guérini ou au système Andrieux, pour avoir magouillé, profité, laissé pourrir nos quartiers afin de s'assurer une clientèle électorale, ils sont eux aussi coupables. Samia Ghali, celle qui est fière d'être femme. Il fait l'unanimité. Samia Ghali, coupable. Benoît Payan, le facteur de Jean-Noël Guérini, coupable. Les masses, frères et sœurs, coupable. Lydia Frenzel, coupable. Elisabeth Narducci, coupable. Aujourd'hui, ils seront coupables à jamais. Et aujourd'hui, c'est elle qui est à la tête du printemps marseillais, regroupant les vieux partis de gauche et d'extrême gauche les plus sectaires, les plus archaïques. Madame Rubirola, coupable. Coupable pour avoir fait connaître son objectif. Je la cite, ouvrez les guillemets. Je veux faire de Marseille une ville accueillante pour les migrants. Moi, je veux faire de Marseille une ville accueillante pour les Français et les Marseillais. Le 15 mars, le peuple marseillais va rendre son verdict et il sera cinglant. Ils vont tous être condamnés à faire leur valise. Chacun son tour. Et à faire place nette. Vous avez ce pouvoir. Tous les Marseillais ont ce pouvoir. Ne laissons pas passer cette chance historique de tous les faire partir et de tous les remplacer. Faites-le pour vous et pour vos enfants, mais aussi pour ceux qui vous ont précédés sur cette terre marseillaise et où ils reposent en paix désormais. Nous avons des devoirs pour nos enfants et nos aïeux, ont des droits sur nous. Nous ne sommes pas d'ici uniquement parce que nous y sommes nés, et encore moins parce que nous y payons des impôts, mais d'abord et surtout parce que nos parents et nos ancêtres y reposent à jamais. Et moi, depuis quelques années, malheureusement, je suis plus marseillais que jamais. Si nous avons raison de dénoncer les délinquants à capuche, n'oublions pas les délinquants à col blanc et à écharpe tricolore. Débarrassons-nous de ces élus marchands de sommeil et de promesses jamais tenues, qui pillent Marseille et qui ne pensent qu'à eux et à leurs petits intérêts. Parce que notre ville mérite mieux, elle mérite tellement mieux. Elle mérite d'être à nouveau chérie et aimée, de briller à nouveau comme elle le faisait il y a longtemps. Ce grand défi, nous sommes prêts à le relever. Nous sommes à l'aube du plus grand coup de tonnerre politique de l'histoire de France. Au moins depuis le 21 avril 2002. Il y a 6 ans, nous n'étions qu'un accident, selon eux. Il
y a quelques mois, nous n'étions pas assez expérimentés, selon eux. Aujourd'hui, nous sommes aux portes de l'hôtel de ville et eux, ils tremblent. Ils tremblent de peur de voir leur petite manigance s'arrêter, de voir le peuple marseillais s'exprimer et se libérer de ses chaînes. Ils n'osent pas encore y croire et pourtant, qui sont les mieux placés? Nous. Qui ont les équipes les plus dévouées? Nous. Qui a toujours refusé toute alliance avec les tenants du système vérolé? Encore nous. Et enfin, qui représente la seule et véritable alternative politique pour Marseille? C'est encore et toujours nous. Nous avons passé des années à prêcher dans ce que nous croyons être le désert, mais même dans le désert, notre voix a été entendue. Et il y a 1000 ans, notre voix a porté, et tous les Marseillais se rendent compte que nous avions raison sur tout. Nous avions raison de dénoncer l'immigration massive qui saccage et ruine notre pays. Nous avions raison encore de nous opposer au clientélisme qui gangrène notre ville. Nous avions raison toujours quand nous disions que l'islamisme gagnait du terrain partout en France, y compris à Marseille, et qu'il menait avec lui une vague de violence jamais vue depuis 70 ans. Nous avions raison quand, avant tout le monde, nous avons interpellé la mairie, n'est-ce pas, Madame le maire, sur l'état de nos écoles. Nous avions raison de dénoncer le matraquage fiscal qui fait fuir ménages et entreprises. Nous avions raison de proposer de rendre aux communes, et donc à Marseille, leurs prérogatives essentielles, comme celle de la propreté, face à la métropole qui se mêle de tout sans rien faire au final. Nous avions raison de nous battre contre la collusion entre droite et gauche, incarnée à la perfection par Emmanuel Macron, qui a réuni le pire de la droite et le pire. Nous avons simplement eu raison de rappeler que aimer son pays, la terre de ses ancêtres, n'était pas passé de mode, mais la condition pour que vive la France et Marseille à jamais. Les Marseillais nous ont entendus, et mieux, ils nous ont compris. Ils ont arrêté d'écouter la voix des prophètes de malheur, de menteurs et de voleurs. Ils ont cru en nous, et notre plus grande réussite, c'est d'avoir été à la hauteur de leurs espérances. Contrairement à d'autres, nous ne nous sommes pas servis, nous avons servi les Marseillais. C'est déjà une petite révolution dans l'histoire de Marseille. Je vous le disais, la colère du peuple marseillais gronde. Cette colère, c'est dans les urnes qu'elle va s'exprimer. Cette grande victoire nous tend les bras. Il ne nous reste que quelques jours pour aller convaincre ceux qui doutent encore. Alors, mes chers amis, mesdames et messieurs, battez le rappel. Convoquez vos proches, vos amis, vos collègues, un par un s'il le faut. Tous doivent être mobilisés, tous doivent se rendre aux urnes dès le 15 mars. Pas une voix, pas une seule ne doit manquer à Marseille. Mes chers amis, ça y est, le jour de la victoire, de la grande victoire marseillaise est là. Regardez-vous, regardez vos voisins, ceux qui vous entourent. Dans quelques années, vous pourrez dire avec fierté, j'y étais. Ce jour-là, j'y étais, j'ai vu l'histoire de Marseille basculer. J'ai vu renaître de ses cendres une ville que l'on pensait perdue à jamais. Vous faites tous partie de cette formidable aventure humaine et politique. Vous la raconterez à vos enfants. Certains d'entre vous ont tout donné pour ce jour-là. Certains y ont perdu des amis, des conjoints ou un emploi. Certains ont beaucoup reçu, en insultes, en moqueries, en brimades et parfois en coups encore récemment. Qu'il me soit permis ici de citer en référence ce militant exemplaire. En 30 ans au moins, il n'a jamais demandé de place éligible. Il n'a même jamais demandé à être candidat. Il est d'une discrétion absolue et d'une efficacité redoutable. Il faut le connaître depuis longtemps pour avoir eu le privilège d'entendre le son de sa voix. C'est pas comme moi. Il ne demande que de la colle, des affiches, des tracts et des bureaux de vote à garder. Et c'est en collant des affiches, c'est en collant mes affiches, qu'il a été agressé par ce que certains appellent encore une chance pour la France. Il n'a qu'une passion, la France. Il n'a qu'un objectif, qu'elle retrouve sa grandeur. Il n'a qu'une requête, militer pour ses idées. Comme Napoléon, pour qui nous partageons la même passion, c'est un homme plutôt de petite taille, mais un grand monsieur.
Comme Napoléon, il est corse et il est amoureux de Marseille. Je suis fier de le compter dans mon équipe, je suis fier de le compter parmi mes amis. Ce militant exemplaire, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est M. Jean-Marc Sorrentino. Celui-là, il est particulier quand même. Si je suis là devant vous ce soir, c'est aussi à lui que je le dois. Camarade Jean-Marc, vous tous, militants de la cause marseillaise et française, vous n'avez pas fait tout ça en vain. Tous ces sacrifices vont être récompensés au-delà peut-être de vos espérances les plus folles. Les dieux ont fait un dur destin pour que nous soyons chantés. Les dieux nous ont fait un dur destin pour que nous soyons chantés par les hommes de demain, disait le grand poète grec Homère. Mes amis, vous serez chantés, vous serez loués pour votre courage, vous serez des héros du quotidien, de ceux qui ne reçoivent ni médaille, ni honneur, mais sans qui rien ne serait possible. Vous êtes de ceux qui ont tout donné sans rien attendre en retour, si ce n'est la victoire. La victoire pour Marseille. Eh bien, mes amis, nous y sommes. Le jour de gloire tant attendu, nous sommes à quelques jours de le vivre. Les Marseillais nous attendent, nous serons au rendez-vous, nous ne les décevrons pas. Ce peuple marseillais humilié, frappé, enchaîné n'en peut plus. Plus que quelques jours à venir et nous serons tous libres. Ensemble, nous allons libérer Marseille de ce système qui l'étouffe, de ces racailles qui l'agressent, de ces trafiquants qui la pourrissent, de ce système godin vassal qui l'aura bétonné, enlaidi, pollué et divisé. Ensemble, nous allons écrire la plus belle page de l'histoire de Marseille, celle de sa reconquête. Marseille brillera à nouveau pour ses hauts faits, elle brillera d'une lueur aveuglante sur la France et sur le monde, car c'est le seul destin à sa hauteur. Cette Marseille-là, cette Marseille née il y a 2600 ans, qui aura traversé les siècles, les guerres, les occupations et les humiliations, aura une date de renaissance. Ce sera le 22 mars 2020, le jour de la victoire du peuple marseillais, le jour où nous aurons retrouvé Marseille. De la cité phocéenne et de ce beau département des Bouches-du-Rhône. Merci pour votre présence, pour votre ferveur et votre enthousiasme qui sont, pour tous les militants du pays, un formidable appel à l'engagement et à l'action. La France vous regarde. La France regarde Marseille, où il est peut-être en train de se passer quelque chose de prodigieux. Avec Stéphane, grâce à votre ardeur et votre courage, vous êtes en train de tout renverser. La France vous regarde, car la victoire du Rassemblement national à Marseille constituera un tremblement de terre qui secouera le monde politique jusqu'à Paris et fera trembler le palais de l'Élysée et son locataire. Cette victoire pour notre famille politique constituerait un acte fondateur, sur lequel pourrait s'appuyer la conquête bien sûr du département, mais aussi de la région et dans 2 ans du pays. Oui. Mais surtout, cette victoire serait nécessaire à Marseille. Marseille a besoin d'un Stéphane Ravier pour se relever d'années et d'années de laisser aller,
de compromission, de démission et même de trahison. Marseille a besoin d'un vrai patron qui, par son autorité naturelle, par sa détermination, saura engager les dynamiques positives dont votre si belle ville a besoin pour retrouver tout son éclat, son rayonnement et sa puissance. Ici, comme dans beaucoup d'endroits, il est temps de remettre un peu d'ordre, de penser aux Marseillais d'abord, à leur tranquillité, à leur cadre de vie, à leur avenir. Trop d'entre vous nous disent « Je ne reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus Marseille ». Il n'y a plus de cadre de vie harmonieux, hélas, à Marseille. Marseille doit être française et davantage encore marseillaise. Il n'y a pas d'avenir, mes chers amis, sans sécurité, c'est-à-dire concrètement sans la mise au pas des féodalités mafieuses qui s'entretuent régulièrement dans les rues, sans le démantèlement des trafics, sans le rétablissement de la loi et de l'ordre républicain dans tous les quartiers. La sécurité de sa ville pour un maire, je le dis pour cette équipe Gaudin qui sort sans gloire par la petite porte, n'est pas une option. C'est la condition de toute vie sociale, c'est la condition même du développement. Humainement, ce n'est pas seulement une question de liberté, mais aussi de dignité des personnes. On n'a pas à s'excuser de rentrer dans sa cage d'escalier parce qu'on dérange des dealers. On n'a pas à baisser la tête ou descendre du trottoir quand on croise des petites frappes des quartiers. Sa voiture, quand on la gare en bas de chez soi, on n'a pas à supporter les risques ou les nuisances des squats. Personne ne veut ou ne peut vivre dans la peur d'être pris à partie, frappé, ou même lynché sauvagement pour une cigarette, pour un regard, assassiné pour un portable, comme Marie-Bélène, ou tout simplement pour avoir eu le tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Jamais la violence gratuite, c'est-à-dire sans aucun motif. Jamais le déchaînement de violence par jeu ou par pulsion criminelle. Jamais les attaques au couteau n'ont été si nombreuses. Tout cela marque l'ensauvagement de notre société, un ensauvagement que nous ressentons dans notre vie quotidienne, et puis qui se traduit par l'explosion des statistiques. Pour le gouvernement, ce sont des chiffres froids, qu'on cache, qu'on maquille, qu'on tripatouille. Pour les citoyens, c'est une préoccupation de tous les jours, une angoisse, souvent un drame parfois. Avec l'ancien magistrat Jean-Paul Garot, aujourd'hui député européen, nous avons élaboré un livre blanc sur la sécurité qui organise le cadre légal et opérationnel d'un retour à la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire. Il faut en finir avec la délinquance qui vous est présentée comme une fatalité. « Oh, on ne peut rien faire, c'est l'évolution, c'est inévitable. » Que ce soit clair. Les hommes politiques qui vous disent qu'il faut faire avec doivent changer d'activité et aller planter des tomates. Pour un responsable politique digne de ce nom, croyez-moi, il n'y a jamais de fatalité. Je sais que si vous élisez Stéphane Ravier à la mairie, il ne tardera pas à siffler la fin de la récréation et très vite, vous verrez le changement. Renforcement des moyens humains et matériels, instruction claire, coordination des services et surtout politique de tolérance zéro. Le moindre acte doit être poursuivi et sanctionné rapidement. Il est plus facile, mes amis, de faire revenir dans le droit chemin un gamin qui chaparde dans un supermarché que de tenter de le sermonner quand il sera passé au braquage ou au meurtre. Il faut faire céder les rodéos en scooter ou en voiture. Les bornes doivent être démantelées avec l'application du délit d'association de malfaiteurs. Les trafics d'armes ou de drogue qui irriguent les activités criminelles doivent être combattus sans faiblesse, tout comme la prostitution des jeunes filles en pleine recrudescence dans les cités. Lorsque des délinquants mineurs croient pouvoir agir en toute impunité, la responsabilité civile des parents doit être systématiquement engagée. Comme il existe la
institueront la logique du casseur-payeur. Il suffit parfois d'une seule famille pour pourrir la vie de centaines de résidents. Il faut donc expulser les familles délinquantes des logements sociaux. L'action de reconquête passe, vous l'avez compris, par la reprise en main des logements sociaux avec par exemple la réinstallation des gardiens d'immeubles. Les premières victimes de l'insécurité, ce sont les gens modestes. Ils le sont dans leur vie quotidienne, avec les dérangements, les humiliations, les angoisses pour leurs enfants qui rentrent le soir. Les voitures brûlées souvent dans les quartiers dont les bobos ignorent même l'existence sont celles des gens modestes, qui souvent en ont besoin pour aller travailler. Et puis, il y a la double peine. C'est d'être stigmatisé parce qu'on habite dans un quartier dont la fâcheuse réputation entraîne des généralisations simplistes. En clair, si vous habitez tel quartier malfamé, c'est que vous êtes un délinquant. Mais cette injustice n'est pas tolérable. C'est pourquoi aucun quartier au nord comme au sud de Marseille ne doit plus être oublié. La reconquête républicaine, c'est maintenant et c'est partout. Je dis aux parents, et notamment aux mamans, qui voient avec effarement leurs enfants être soumis à d'inquiétantes tentations. Soyez à nos côtés. Soutenez-nous. Ici à Marseille, soutenez Stéphane Ravier et ses équipes. Soutenez Léon Gambert dans le 5e secteur, Sophie Grec dans le 8e, Robin Léger dans le 6e, et tous les autres têtes de liste dans leurs arrondissements respectifs. Ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à présent sont responsables de la situation que vous subissez. Ne leur faites plus confiance. Avec votre soutien, nous allons offrir à tous les petits Marseillais, les minots, un avenir ensoleillé. La sécurité, votre sécurité, celle de votre famille, de votre domicile, de votre entreprise, de votre voiture, elle n'est pas seulement possible. Elle est pour les citoyens que vous êtes, pour vos enfants, un dû, et pour les responsables politiques, une exigence. C'est tellement possible que dans les villes Rassemblement National, les résultats en matière de sécurité sont spectaculaires. Moins 47% d'atteintes aux personnes et aux biens à Beaucaire, moins 42% de vols à la roulotte à Hénin-Beaumont. C'est dire si les maires ont la capacité d'agir efficacement pour rétablir la sécurité dans leur ville. Pour peu, qu'ils ne pactisent pas avec les caïds en espérant acheter la paix civile, pour peu qu'ils aient la volonté d'éradiquer la délinquance, et notamment celle du quotidien. Pensez que dans nombre de villes, Rassemblement National, aucune voiture n'a été brûlée au moment du Nouvel An. Comme dans tant d'autres communes, le décompte des incendies de véhicules est quasiment devenu une tradition locale. De la même façon, les maires ont le pouvoir de limiter le communautarisme qui gangrène le quartier. On le sait, certains élus, par lâcheté, par électoralisme, se sont vendus aux islamistes et leur ont livré certains de nos quartiers. Comment se fait-il que la plus grande mosquée de Marseille soit aux mains des frères musulmans et diffuse sur son site des appels à la haine contre les juifs ou les chrétiens ou des appels au meurtre contre les apostats? Ce sont les mêmes qui organisent de grandes prières au parc Chanot auxquelles se rendent les politiciens vassalisés. Faut-il rappeler que Valérie Boyer, la députée LR, a inauguré une mosquée salafiste dans une salle appartenant à la mairie? Dans la ville où Laura et Morane ont été sauvagement assassinés, ces compromissions avec l'islamisme n'en sont que plus abjectes. Vous n'ignorez pas non plus qu'une élue de Marseille, Samia Ghali, se vante ouvertement d'être FLR. C'est dire en 2020 l'état d'esprit anti-français qu'il habite, que quelqu'un de charitable lui explique que la guerre d'Algérie est finie depuis 60 ans. À juste titre, les Marseillais, et je pense évidemment à nos amis pieds noirs, ont été outrés par les démonstrations indécentes auxquelles a donné lieu la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'action municipale est d'abord républicaine, elle n'a pas à reconnaître les communautés, elle n'a pas à subventionner la construction de mosquées, elle n'a pas à céder aux incessantes revendications islamistes, elle n'a pas à tolérer les débordements des manifestations étrangères.
Pour un élu républicain, la résistance à l'islamisme et au communautarisme est un devoir. Dans les villes Rassemblement National, le communautarisme sera combattu. Je le dis et le répète. En France, une jeune fille s'habille avec une jupe ou un short si elle le souhaite. En France, on boit de l'alcool et même du pastis si on en a envie. Il suffit parfois de rappeler les règles du jeu. En France, on ne sépare pas les hommes et les femmes. On sert les hommes et femmes. On ne les discrimine pas. On ne leur interdit pas l'espace public. On n'accepte pas les mariages forcés. Ceux qui sont venus en France, non pour chercher nos libertés, mais pour nous imposer leurs interdits religieux, sont effectivement priés d'aller voir ailleurs. Derrière ces questions de l'insécurité ou du communautarisme se pose, vous le savez, la question fondamentale de l'immigration. L'arrêt de l'immigration est aujourd'hui un impératif. Nos systèmes sociaux explosent, notre système judiciaire est en surchauffe du fait notamment de la délinquance étrangère, notre système carcéral est saturé, nous n'avons plus ni emploi, ni logement, ni prestations sociales à offrir. Avec Stéphane Ravier comme maire, soyez certains que l'Aquarius n'accostera pas à Marseille. Soyez sûrs que les Marseillais auront aussi droit à des logements sociaux. Soyez sûrs que l'aide sociale ne sera pas dilapidée dans le puits sans fond de l'immigration. Soyez sûrs que chaque euro dépensé le sera pour vous. Il nous faut suspendre Schengen sans attendre. Ne vous méprenez pas sur Schengen. Les politiciens vous ont encore une fois trompé. Contrairement à ce que l'on croit, Schengen n'est pas un traité de contrôle des frontières. C'est un traité de libre circulation des personnes. C'est un traité qui en réalité sacralise le sans-frontiérisme, un dogme qui est pour eux quasi religieux et postule d'ailleurs la haine des frontières. Frontex n'est pas un organisme de garde-frontières européen, mais une agence d'hôtesse d'accueil de migrants. On les voit d'ailleurs à l'œuvre en Grèce, quand les agents de Frontex s'échinent à aider l'accostage des bateaux. Le but de l'Union européenne n'est pas de protéger l'Europe, mais d'étendre le grand marché unique. Leur but n'est pas de défendre les valeurs de civilisation, mais de faire venir des consommateurs nouveaux, de disposer d'ailleurs d'une main-d'œuvre à bon marché pour participer au grand marché low-cost mondial. Pour l'Union européenne, l'Europe n'est qu'un prête-nom pour un projet plus mercantile. L'Union européenne, c'est l'histoire d'une grande duperie, avec en sous-main des influences immigrationnistes à peine cachées, comme celle du milliardaire Soros. Chacun d'entre vous a pu voir les images qui nous proviennent de Grèce. Ces bateaux qui accostent sur les côtes, tels des barges de débarquement, remplis de jeunes hommes envoyés par la Turquie islamiste d'Erdogan. Ce que nous voyons en Grèce, ce n'est pas un incident de frontière. Ce n'est pas un énième épisode de la crise migratoire. Mais c'est un nouveau cap qui est franchi, avec une véritable tentative d'invasion de la Grèce et de l'Europe. Le terme « invasion » n'est pas trop fort. Je ne suis pas comme M. Macron, je n'ai pas peur des mots. Je manquerai à mon devoir de dire la vérité. Le mot « invasion » s'applique bien à la situation où un État, en l'occurrence la Turquie, masse sciemment des dizaines de milliers d'hommes à la frontière, leur fournit la logistique et les incite à la passer en force, en attaquant les gardes frontières grecs, y compris en utilisant des armes à feu. Cette nouvelle escalade aux frontières de l'Europe vient valider les critiques que nous avons maintes fois portées sur l'européisme et l'atlantisme. Avec Schengen, nos pays ont cru intelligent de déléguer la garde de nos frontières à l'Union européenne. Cette Union européenne, révulsée par la notion même de frontière, s'est empressée de déléguer cette mission vitale à un État tiers, la Turquie, un pays qui, pourtant, ne manque pas une occasion de déclarer ses intentions belliqueuses et prosélytes envers l'Europe.
l'Union européenne croyait s'offrir un gardien, elle s'est payée un geôlier. Elle a donné les clés de l'Europe et par conséquent de nos pays à un État qui veut nous faire chanter. Payez ou je vous laisse envahir. Appuyez mon soutien aux djihadistes de Daesh ou j'organiserai même l'invasion. Bref, comme dans toutes les histoires de voyous, nous voilà prisonniers de notre protecteur. Cela est d'autant plus troublant que ces menaces, ce chantage, ce racket vient d'un pays qui est censé être notre allié au sein de l'OTAN. Cette grille de lecture n'est pas la bonne. La réalité est plus brutale. Derrière cette entreprise de provoquer sciemment un tsunami migratoire sur l'Europe, il y a la volonté clairement affichée, maintes fois réitérée d'Erdogan, d'islamiser l'Europe. C'est pas moi qui le dis, mais lui. Il l'avoue bien volontiers. L'Europe sera musulmane si Dieu le veut, dit-il. Cette islamisation, il a commencé à l'entreprendre en tentant d'instrumentaliser la diaspora turque en Europe. Son attitude en Allemagne avait même provoqué un incident avec son amie Angela Merkel. Notez également que son intervention récente sur les séparatismes, entendez le communautarisme islamique, M. Macron lui-même a mis en exergue entre eux le rôle délétère de la Turquie. Vous ne pouvez pas attendre de lui plus de courage. Après avoir, par un coup de force intérieure, liquidé les forces politiques laïques, comme les kémalistes, purge d'inspiration totalitaire sur lesquelles l'Union européenne a d'ailleurs fermé les yeux, M. Erdogan veut s'installer sur la scène internationale comme le sultan d'un empire ottoman. C'est dire si le comportement agressif à l'égard de l'Europe de M. Erdogan est constant, cohérent et donc sans ambiguïté. Et pourtant, c'est à cette Turquie asservie à l'islamisme des frères musulmans que nos dirigeants français et européens, tous partis confondus, PS, France Insoumise, LR, En Marche, ont donné 50 milliards d'euros pris dans la poche des Européens. Contrairement à ce qui nous a été vendu, cet argent n'a pas servi à nouer des liens apaisés et respectueux. Pour Erdogan, il n'y en a jamais assez. Cette générosité malvenue de l'Union européenne, mais coûteuse pour nous, n'a fait que donner le sentiment aux racketteurs que nous étions des victimes consentantes, voire des proies résignées. Ce n'est pas un signal à envoyer. Nos dirigeants ont oublié que la politique internationale est d'abord un rapport de force. M. Trump et Poutine, eux, l'ont compris. Nous pouvons même imaginer que les sommes colossales livrées à la Turquie d'Erdogan par l'Union européenne ont pu servir à armer militairement le bras qui frappe nos valeureux alliés kurdes, sert à secourir nos pires ennemis djihadistes et travaille finalement à la soumission de nos pays. C'est là, de la part de nos dirigeants, une trahison impardonnable. Faisons en sorte que ce ne soit pas une faute irréparable. Comme des millions de vrais Européens, nous nous sentons grecs. Au moment où le berceau de notre civilisation est l'objet d'une offensive migratoire d'ampleur continentale. Delacroix n'est plus là pour peindre le massacre de Kio, ni Victor Hugo pour lire la volonté de résistance du peuple grec dans les yeux bleus d'un enfant affamé et humilié. Nous sommes là pour rappeler que l'Europe est vivante et que ces peuples, unis par leur histoire et leur civilisation, sont solidaires. Sur le fond, M. Erdogan voudrait nous obliger par logique d'alliance ou par chantage à le soutenir dans son agression contre la Syrie, pays souverain. Parce que nous sommes épris de liberté et de paix. Nous renions les logiques de bloc dans lesquelles les États-Unis et l'Union européenne ont enfermé nos États. M. Erdogan soutient les terroristes d'Idlib, qui sont un concentré des pires criminels djihadistes que la terre ait portés. Le paradoxe, c'est que la France de M. Macron, au nom de la solidarité atlantiste, lui a apporté son soutien. C'est une position qui n'est pas seulement inopportune, elle est honteuse et criminelle. Honteuse parce qu'elle entérine l'écrasement des forces kurdes qui ont été des alliés exemplaires dans la destruction du sinistre califat autoproclamé de Daesh. Parce qu'elle fait fi de la souveraineté légitime de la Syrie sur cette région. Criminelle parce que les djihadistes que la Turquie veut absolument sauver vont repartir commettre leurs exactions en Libye, chez nos alliés tchadiens ou au Mali, où nos soldats
sont engagés militairement. Ces fous sanguinaires viendront peut-être chez nous en France, semer la mort comme les Méras, les frères Kouachi, les égorgeurs du Père Hamel et de la gare Saint-Charles, ou encore les monstres du Bataclan. Oui, mes amis, cette affaire turque met en lumière les incohérences de la position française engluée dans un européisme infantile et un atlantisme anachronique. Les analyses sur l'Union européenne et sur l'OTAN que nous avons portées avec lucidité, souvent dans l'adversité et l'ironie des sachants, sont validées par les faits. L'Europe doit se repenser comme une organisation internationale, entre nations, dont la vocation est la défense des intérêts de ses membres et non l'existence d'un grand marché sans frontières. L'Europe doit cesser l'angélisme à l'égard de la Turquie, pays asiatique qui peut être un partenaire, mais jamais un membre, qui peut être un allié, à la condition qu'elle se comporte comme telle. La France doit sortir de la logique des blocs, en l'occurrence des blocs atlantistes, qui l'a fait entrer malgré elle dans des alliances contre nature, et même parfois contre ses propres intérêts, et l'entraîne dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. La France et l'Europe doivent venir au secours de la Grèce et inverser totalement la politique d'immigration. M. Macron est-il prêt à cela? Rien n'est moins sûr. Dans l'affaire d'Idlib, il s'est soumis immédiatement. Dans l'affaire grecque, il a brassé du vent en délaissant cette question à la présidente immigrationniste de la Commission européenne, Mme von der Leyen. M. Macron ne se comporte pas en président de la France, mais en gouverneur de la province européenne qui s'appelle France. C'est encore cette soumission de M. Macron à l'Union européenne qui explique son attitude dans l'affaire des retraites. La discussion sur les retraites a un goût de cendre. Les Français sont contraints à un double deuil. Celui du progrès social, représenté par une retraite sûre et digne, le système mis en place par le général de Gaulle qui assurait un système à prestations définies a vécu. Chaque Français va vivre toute sa vie une vie de labeur sans savoir le montant de sa future retraite. Ce qu'installe M. Macron pour nous et nos enfants, c'est une insécurité sociale permanente. Faut-il également nous apprêter à voir réapparaître partout ces retraités miséreux d'après-guerre, finissant leurs jours dans des conditions indignes après une vie de travail? Mais qu'attendre, mes chers amis d'En Marche, dont un député explique sans complexe que des agriculteurs vivent très bien avec 350 € par mois. Ça suffit pas. Au plan des principes, la réforme Macron voit le triomphe de la capitalisation égoïste qui rompt la solidarité des générations, qui est la négation même de notre pacte national. Le second deuil, c'est aussi celui de la démocratie, avec une interruption volontaire du débat parlementaire après seulement 13 jours de discussion. Ainsi, un système social qui fonctionne correctement depuis 75 ans et qui a vu des améliorations constantes aura été détricoté en 2 petites semaines sans débat. Ne nous y trompons pas, si le gouvernement a arrêté le débat, c'est parce qu'il mettait en évidence ses failles, ses incohérences, ses situations inadmissibles, ses mensonges. La réalité, c'est que plus on le découvrait, moins on le soutenait. Le débat sur les retraites était certes un peu technique, il était surtout philosophique. La retraite doit-elle devenir une prestation de subsistance, un minimum vieillesse généralisé, vaguement supervisé par l'État, comme le veut M. Macron? Ne devait-elle pas rester un système responsable et solidaire pour assurer à chacun le bonheur et les loisirs après une vie de labeur? C'est notre position. Et puisque c'était un débat philosophique sur la place de l'homme dans la société et la place de l'homme dans l'économie, il méritait d'être un débat de la nation tout entière, sanctionné comme nous l'avons demandé par un référendum. Nous n'irons pas parfaitement chemin, que les choses soient très claires. Quand nous arriverons au pouvoir, nous annulerons cette
réforme pernicieuse adoptée dans des conditions. Certes, le 49.3 est légal. Mais dans le contexte d'une réforme de l'ampleur des retraites et utilisée afin de museler l'opposition, il n'est pas moral. C'est pourquoi j'appelle les Français à se saisir de leur pouvoir de citoyen pour voter la seule véritable motion de censure. Car la motion de censure du gouvernement est entre vos mains, près de chez vous, dans votre bureau de vote. Le vote a lieu le 15 mars dans les urnes. Les Français doivent être conscients que les élections sont toujours des actes éminemment politiques. Certes, aux élections municipales, on choisit un maire, un gestionnaire, mais cela ne relève pas d'un acte administratif, mais d'une démarche politique. Quand on se sent proche du Rassemblement national, on vote pour ses idées et donc pour le Rassemblement national. Que voter, ce n'est pas seulement déposer un bulletin dans l'urne pour une nomination mécanique d'un notable, certainement sympathique et particulièrement prévenant sûrement ces derniers temps. D'abord parce que ce notable a au moins dans les grandes villes toujours un engagement partisan. Peut-être même un positionnement idéologique qui le suivra et conditionnera son action, même locale. Ensuite, vous le savez, tout vote comporte une signification politique. Pensez aux commentaires. À 20h02, le 15 mars, lorsque les premiers résultats tomberont, Macron sera-t-il désavoué ou non? Pour marquer sans ambiguïté une défiance à l'égard du gouvernement et d'Emmanuel Macron, il faut donc voter pour le principal parti d'opposition, c'est-à-dire le Rassemblement national. Chers amis, la situation de Marseille est emblématique de la confusion qui règne chez les autres, dans toute la classe politique. Ils ne savent plus où ils habitent, où ils vont, et pire, où ils nous mènent. Des ex-PS qui ont quitté le navire pour sauver leur situation. Des élus qui ne savent plus s'ils sont LR ou LREM, ça dépend des jours et des interlocuteurs. Des candidats qui n'ont rien à proposer que de faire perdurer leur petite combine. Une classe politique dont la réputation a fini de s'écrouler avec le tragique effondrement de la rue Le Bagne. Marseille est emblématique d'une ville extraordinaire dont l'avenir est depuis des décennies compromis par des choix catastrophiques. Mais vous, amis et compatriotes marseillais, vous êtes emblématiques et votre enthousiasme dans cette campagne le montre de l'esprit de résistance et de la capacité de sursaut dont notre peuple est capable. C'est pourquoi j'appelle les Marseillais à libérer Marseille. À libérer les centres-villes qui bouillonnent en vous. Pour rendre à la belle cité phocéenne son rayonnement. L'immense dramaturge et poète marseillais Edmond Rostand disait « Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve ». Cet amour, nous l'avons pour nos villes, et je le sais tout particulièrement ici à Marseille. Cet amour, nous l'avons pour notre patrie, la France. Un amour qui, comme l'amour pour nos enfants, tous les instants nous étreint. Mais aussi, chers compatriotes, nous réunit, et bien sûr, nous porte. Et cet amour s'ensoleille d'un grand rêve, celui d'un État restauré, d'une nation rassemblée, d'une grandeur retrouvée. Ce grand rêve, il nous appartient de le faire naître, le faire vivre et le faire triompher dans le cœur des Français. Il ne dépend que de nous, il ne dépend que de vous,